Je savais que je n'aurais jamais dû entrer dans sa chambre cette nuit-là, mais j'en avais assez de me taire, de fuir ce que je ressentais. Quand nos regards se sont croisés, j'ai compris qu'on ne pourrait plus revenir en arrière. Ce qu'on vivait était interdit, incompris, mais terriblement réel. Et ce soir-là, tout a explosé. Je savais que je n'aurais jamais dû entrer dans sa chambre cette nuit-là, mais il y a des silences qui brûlent plus fort que tous les mots interdits. Et le nôtre, ce silence entre moi et Noé, devenait insupportable. On vivait sous le même toit depuis 1 an, fils de parents remariés, forcés de partager un quotidien comme si tout était normal. Mais rien ne l'était, rien n'avait jamais été normal entre nous. Noé avait 21 ans, moi 20, on s'ignorait poliment au début, échangeant des banalités dans la cuisine ou le salon. Puis, un matin, sa voiture est tombée en panne et ma mère m'a demandé de l'emmener à la fac 30 minutes de silence dans la voiture, jusqu'à ce qu'il me lance sans prévenir. T'es toujours aussi fermé ou c'est juste avec moi? J'ai souri, surpris, et répondu du tac au tac. Je croyais que t'étais celui qui voulait garder ses distances. Il a ri. Ce genre de rire qui ne sonne pas moqueur mais soulagé. Et ce jour-là, tout a changé. On a commencé à se parler. De musique, de cinéma, de nos galères avec les cours. Il m'a recommandé des groupes que je n'aurais jamais découverts seul. J'ai fini par lui prêter mes écouteurs un jour à la bibliothèque. Un geste banal, mais c'était plus. Il me lançait des regards que je ne comprenais pas, ou que je ne voulais pas comprendre, jusqu'à ce que je commence à y répondre. Il n'y avait rien d'ambigu dans nos gestes, et pourtant, tout l'était. À la maison, on redevenait étrangers, mais chaque dimanche après-midi, on se retrouvait par hasard pour voir un film. Nos jambes se frôlaient sur le canapé. Aucun de nous ne disait rien, mais je sentais cette tension, cette énergie étrange, suspendue. Je me couchais le soir le cœur battant, incapable de mettre un nom sur ce que je ressentais. Une nuit, en rentrant d'un dîner chez des amis, j'ai trouvé un papier plié sous la porte de ma chambre. Juste une phrase, griffonnée. Je comprends rien non plus, mais j'y pense. Il n'avait pas signé, mais je savais que c'était lui. Je n'ai pas dormi. À 23h45, je me suis levé pieds nus, le cœur en feu. J'ai traversé le couloir et je me suis arrêté devant sa porte. La lumière filtrait encore sous le bas. J'ai hésité, puis j'ai ouvert, sans frapper. Il était là, assis au bord de son lit, fixant le sol comme s'il m'attendait. « Qu'est-ce que tu fais » m'a-t-il murmuré. Je me suis avancé, lentement, comme s'approcher d'un animal blessé. « Je peux plus faire semblant, pas avec toi, pas avec ça. » Il s'est levé. Son regard était aussi perdu que le mien. Tu crois que moi j'y arrive? Tu crois que je dors tranquille chaque nuit? C'est devenu impossible à gérer. On s'est regardé, longtemps, pas un mot de plus, pas de geste déplacé, juste cette certitude violente qu'on était deux à sentir cette chose entre nous, inexplicable, mais bien réelle. Je suis sorti de la pièce sans un mot de plus. Et le lendemain, il m'a lancé un regard qui disait tout, un regard que seuls ceux qui portent un secret trop grand peuvent échanger. À partir de ce jour, on a vécu une double vie, des silences pleins de sens. Des regards qui hurlaient ce qu'on ne pouvait pas dire, et parfois, des instants volés, comme quand il m'a attrapé le poignet dans le couloir juste pour sentir ma peau. On n'en a jamais parlé, mais on savait. Puis un soir, alors que nos parents étaient en sortie, j'ai craqué. Je suis retourné dans sa chambre. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit « Dis-moi que je me fais des idées. Dis-moi que t'as rien ressenti. » Il n'a rien dit. Il s'est approché, nos fronts se sont touchés et pendant quelques secondes, tout s'est arrêté. On n'a rien fait de mal. Pas cette nuit-là. Mais c'était suffisant pour que le monde s'écroule quelques jours plus tard. Quand ma mère nous a surpris à nous regarder trop longtemps, elle n'a pas crié. Elle a juste murmuré « Dites-moi que j'ai mal compris ». Et moi, pour la première fois, j'ai répondu sans détour. « Non, maman, t'as bien compris ». Ce fut comme jeter une pierre dans une vitre déjà fissurée. Rien ne serait plus jamais comme avant. Elle m'a regardé comme si je venais de détruire tout ce qu'elle avait construit. Et peut-être que c'était vrai. Peut-être qu'en une phrase, j'avais renversé l'équilibre fragile de cette famille recomposée. Mais il n'y avait plus de place pour le mensonge. Pas après ce qu'on avait vécu, je ne me souviens pas des mots exacts qu'elle a prononcés ensuite. Je me rappelle juste du froid dans la pièce, du regard figé de mon beau-père, de Noé qui avait reculé d'un pas, les poings serrés comme s'il attendait un coup qui n'est jamais venu. Le lendemain, ma valise était prête avant même que je me lève. On m'envoyait chez ma tante, à Lyon, le temps que tout se calme. Personne ne m'avait demandé mon avis. Noé non plus n'avait pas son mot à dire. Il m'a regardé partir sans pouvoir m'approcher, comme si une barrière invisible nous séparait à nouveau. Chez ma tante, le monde semblait ralenti. Elle ne posait pas trop de questions. Elle m'offrait du silence, du thé, quelques phrases bienveillantes quand je m'effondrais. « Tu n'as rien fait de mal, Émile. Tu as juste aimé. » Mais dans ma tête, la honte et la peur luttaient encore. Noé et moi avons trouvé des moyens détournés pour rester en contact. Des mails codés,
des appels nocturnes. Il me disait que tout allait bien, que ses parents faisaient comme si de rien n'était. Mais je sentais la distance, le poids de l'isolement. On n'était plus deux garçons à rire dans une voiture ou à discuter d'un film. On était devenu un problème à régler, un malaise qu'on préférait éloigner. Il m'a écrit une fois « Je me sens comme un fantôme dans cette maison. Moi aussi, un fantôme déplacé dans une vie qui n'était plus la mienne. » 3 semaines plus tard, il m'a annoncé que sa mère voulait qu'il voie un psy. Pour comprendre ce qui s'est passé, disait-elle, Noé m'a rassuré, le thérapeute n'était pas là pour le juger, mais le simple fait qu'on considère ses sentiments comme un problème à analyser me révoltait. Un jour, il m'a appelé en larmes. Il venait d'avoir une discussion violente avec son père. Rien de physique, juste des mots trop lourds. Il m'a dit que je lui faisais honte, qu'il aurait préféré ne jamais te laisser entrer dans nos vies. Je me suis senti coupable. Comme si j'avais gâché son équilibre, comme si j'étais responsable de sa souffrance. Et pourtant, je savais qu'on ne pouvait pas revenir en arrière. Ce qu'on avait partagé n'était pas une erreur, c'était réel, c'était peut-être maladroit, mais jamais faux. Puis le silence est revenu, plus long, plus dur. Pendant presque 2 semaines, je n'ai eu aucun message. J'ai cru qu'il avait cédé, qu'il avait choisi la facilité, la famille, l'oubli. J'en voulais au monde entier. Je lui en voulais, à lui aussi, jusqu'à ce qu'une lettre arrive par la poste. Il avait tout écrit à la main. 8 pages. Chaque phrase tremblait. Il me racontait tout ce qu'il n'avait pas osé dire, sa peur, sa colère, et surtout cette phrase que je relisais sans cesse « Je t'aime, pas comme un frère, pas comme un ami, je t'aime comme quelqu'un qu'on n'a pas le droit d'aimer, mais qu'on ne peut pas effacer. » J'ai pleuré, longtemps. Et ce soir-là, j'ai pris une décision. Je ne savais pas comment, je ne savais pas quand, mais je ne laisserai plus personne décider de ce que je devais ressentir. Plus jamais. Je croyais avoir imaginé la douleur, mais non. Elle existe vraiment. Cette sensation de revoir quelqu'un que tu aimes sans pouvoir le prendre dans tes bras et de devoir l'appeler par son prénom alors que tout ton corps hurle son absence. 2 mois après avoir été envoyé à Lyon chez ma tante, une réunion de famille a enfin été décidée. Pas parce que tout allait mieux, juste parce que tout le monde en avait assez de faire semblant. Ma tante disait que les non-dits nous rongeaient de plus vite que la vérité, même douloureuse. Mes parents, eux, étaient réticents, ceux de Noé encore plus. Mais un soir, après une discussion à voix basse dans la cuisine, elle m'a annoncé que tout le monde avait accepté, on allait se voir. Tous, point. Le restaurant choisi était simple, discret, une salle privée, quelques tables, lumière tamisée. J'étais arrivé avec ma tante une demi-heure en avance. Mon cœur battait trop vite, mes mains ne tenaient pas en place. Je n'arrêtais pas de regarder la porte. Et puis, ils sont arrivés, ma mère d'abord, l'air plus fatigué que je ne l'avais jamais vu. Mon père, droit, presque rigide. Puis, les parents de Noé. Et enfin lui. Il a refermé la porte derrière lui, ses yeux ont balayé la pièce, et nos regards se sont croisés. Pas un mot. Juste ce vide entre nous, ce gouffre qu'on n'osait pas franchir. Les premières 5 minutes ont été absurdes. Des phrases sur la météo, des commentaires sur le menu, personne n'osait commencer. Jusqu'à ce que ma tante repose sa fourchette, croise les bras et dise d'une voix calme « On n'est pas là pour faire semblant. On est là parce que 2 garçons qu'on aime sont en train de se perdre. » Le silence est tombé, ma mère a fermé les yeux, le père de Noé a regardé fixement son verre, et moi, j'ai senti mes épaules se raidir. J'étais prêt, je n'avais plus envie de me cacher, mais c'est Noé qui a parlé le premier. Je sais que ce qu'on ressent dérange, que c'est difficile à accepter. Mais ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un délire, ce n'est pas une phase. Sa voix tremblait un peu, mais ses yeux restaient fixés sur ses parents. Il a continué. « On ne vous demande pas d'être heureux pour nous, on vous demande juste de ne pas nous détruire. » Son père a réagi immédiatement, sec, dur. « Tu es jeune, tu crois savoir ce que tu ressens, mais tu ne le sais pas. Ce garçon n'est pas ton frère, mais vous vivez comme une famille. C'est malsain. » J'ai pris une inspiration, mes mains sous la table s'étaient refermées en poing. On ne s'est jamais senti comme des frères, on ne s'est pas choisi comme ça, on s'est reconnu. C'est différent. Reconnu ? Répétait ma mère, la voix pleine d'incompréhension. Tu veux dire que tu l'aimes, vraiment ? Oui, maman. Et je n'ai pas honte. C'est la seule chose qui m'a semblé juste depuis longtemps. Diana, la mère de Noé, a posé sa main sur la table. Et si vous vous trompiez, si dans 1 an vous ne ressentez plus rien, vous aurez ruiné 2 familles pour un coup de cœur adolescent ? Noé a serré les dents. Et si ce n'était pas une erreur ? Et si c'était la seule chose vraie dans tout ce qu'on nous a imposé ? Le père de Noé a claqué sa serviette sur la table. Vous ne comprenez pas les conséquences ? On va nous juger, on va vous juger. Alors jugez-nous, ai-je lâché. Mais ne nous enterrez pas vivants. La tension était à son comble. Ma tante a intervenu doucement. Elle a parlé de respect, d'écoute, de la complexité des sentiments. Elle a raconté que l'amour ne rentrait pas toujours dans les cadres, que les familles recomposées produisent des histoires inédites, qu'il fallait apprendre à les accueillir. Peu à peu, les voix se sont calmées. La conversation est devenue plus lente. Des émotions brutes sont sorties. Des peurs, surtout, celle de perdre, de voir leurs enfants leur échapper. Mais aussi une gêne face à l'inconnu. Quand le repas s'est terminé, je n'étais pas rassuré.
Mais j'étais soulagé, parce que pour la première fois, ce qu'on vivait avait été dit, en face. Même si les mots faisaient de mal, même si l'approbation n'était pas là, il n'y avait plus de mensonges. Noé et moi sommes sortis quelques secondes seuls, pendant que nos parents réglaient l'addition. Il faisait frais. Il m'a regardé, les mains dans les poches. J'ai cru que j'allais m'effondrer. Tu ne l'as pas fait? Il a souri. J'ai envie de croire que c'était un début, qu'on vient peut-être d'ouvrir une porte. Alors on la garde ouverte, ai-je répondu. On ne s'est pas touché, pas même une main sur l'épaule, mais nos regards ont suffi. Ce soir-là, on n'était plus seuls. On croyait maîtriser le secret, on croyait pouvoir jouer les invisibles. Mais les murs ont des oreilles, et les secrets trop lourds finissent toujours par s'écraser sur la réalité. Après ce dîner tendu, quelque chose avait changé. Ce n'était pas encore l'acceptation, mais ce n'était plus le rejet violent. Nos parents semblaient de marcher sur des œufs, comme s'ils savaient qu'un faux mouvement pourrait tout faire exploser. Et nous, on a recommencé à se voir, discrètement, rarement. Mais chaque instant volé avait la saveur de l'interdit et du nécessaire. On évitait les grandes démonstrations, un regard dans le couloir, une pause dans le garage. Parfois, Noé m'envoyait un simple message, 5 minutes dehors, et je sortais. Même s'il pleuvait, même s'il faisait nuit, parce que c'était les seules minutes où j'avais l'impression d'exister vraiment. Ma tante, toujours aussi lucide, m'avait dit un soir « Tu ne pourras pas vivre éternellement dans l'ombre, Émile. L'amour mérite mieux que des coins sombres et des silences volés. » Je le savais, mais je ne voulais pas risquer de tout perdre à nouveau. Jusqu'au jour où une erreur, une seule, a suffi. Un samedi après-midi, Noé est passé me voir pendant que mes parents étaient censés être au marché. On est monté dans ma chambre, pas pour s'embrasser, juste pour parler, rire, respirer. La porte n'était pas totalement fermée, on ne faisait rien de mal, mais il y avait une tendresse dans nos voix, une évidence dans notre proximité. On n'a pas entendu la voiture, on n'a pas entendu les pas, mais on a entendu la voix. « Qu'est-ce que vous faites ?» C'était mon père, il était là. Dans l'encadrement de la porte figée, son regard allait de moi à Noé, puis à nos mains presque jointes. J'ai reculé d'un pas, Noé aussi. Mais c'était trop tard. Le message était passé. Il n'y avait plus rien à cacher. Ma mère est montée quelques secondes plus tard. Elle a vu le visage de mon père, puis le nôtre. Elle a compris. Elle s'est couverte la bouche. Non, pas encore. Mon père, lui, a simplement dit « Faites sauter ta valise ». J'ai voulu protester, mais Noé m'a devancé. Si Émile part, je pars aussi. Tu ne pars nulle part, a crié son père en surgissant derrière ma mère. Tu vas rester ici et oublier toute cette histoire. Ce n'est pas une histoire, c'est ma vie. Ce n'est pas une vie, Noé, c'est un fantasme, un délire passager. Ma mère pleurait. Mon père me regardait comme un étranger. Et moi, au milieu, je ne savais plus quoi défendre. Mon amour ou ma place dans cette maison. Ce soir-là, j'ai dormi ailleurs. Pas chez ma tante, pas chez un ami. Je suis allé à l'hôtel avec ce qu'il y avait dans mon sac. Noé a essayé de me rejoindre, mais ses parents ont verrouillé la porte de sa chambre. Pendant 2 jours, silence complet. Puis un message de lui « Je me bats, je te jure que je me bats », mais ils m'ont pris mon téléphone. Ma tante est venue me chercher. Elle m'a ouvert sa maison une fois de plus. Et cette fois, elle a pris les choses en main. Elle a appelé tout le monde. Elle a exigé une nouvelle discussion. Pas pour justifier, pour construire. Vous ne pouvez pas casser de cœur et faire comme si de rien n'était, a-t-elle dit à ma mère au téléphone. La réunion s'est tenue 1 semaine plus tard. La tension était différente, moins explosive, plus résignée. Comme si chacun comprenait qu'il allait falloir trouver un chemin, même inconfortable. Mon père ne disait pas grand-chose, il fixait la table. La mère de Noé parlait à voix basse, les yeux rouges, et Noé m'a pris la main sous la table, discrètement, mais clairement. « Je l'aime », a-t-il dit. Et je ne peux pas vivre dans un monde où aimer quelqu'un devient une faute. Le silence a duré longtemps. Puis ma mère, d'une voix brisée, a murmuré « Je veux pas perdre mon fils, ni toi ni lui ». On a su alors qu'on n'avait pas gagné, mais qu'on n'avait pas tout perdu non plus. On pensait que le pire était passé, qu'avoir tout avoué, tout perdu, c'était le fond. Mais ce n'est pas la chute qui détruit. C'est ce qu'on fait en touchant le sol. Et comment, ou si, on décide de se relever. Après cette deuxième confrontation, les semaines sont devenues longues. Il n'y avait pas d'interdiction claire, mais pas non plus de permission. Nos parents savaient, nous savions qu'ils savaient, mais personne ne parlait. Un accord tacite, l'ignorance comme stratégie de survie. Noé et moi avons repris contact lentement. Message prudent, appel court, et surtout, ce besoin viscéral de se revoir. Ce n'était plus la passion naïve des débuts, c'était quelque chose de plus rugueux. 2 êtres cabossés qui ne pouvaient pas lâcher prise malgré tout. Je suis retourné vivre chez ma tante. Mon père n'a jamais demandé quand je rentrerais. Ma mère, elle, appelait parfois. Elle parlait de tout, sauf de moi. Comme si elle attendait que je revienne de moi-même, repentant. Mais je ne regrettais rien. Noé a commencé une thérapie, pas pour guérir, comme ses parents l'espéraient, mais pour comprendre, pour se comprendre, il m'en parlait parfois.
Le psychologue lui avait dit une phrase qu'il m'a répétée plusieurs fois, ce n'est pas l'amour qui blesse, ce sont les attentes des autres qu'on essaie de porter avec. Un jour, Noé m'a proposé de venir passer un week-end dans une petite ville à 2 heures de chez nous, loin de tout, juste nous deux. On a marché des heures, parlé de tout, de rien, et le soir, dans la petite chambre de l'hôtel, il m'a dit « Je suis fatigué de me cacher, pas de nous, juste du monde », je lui ai pris la main. Alors on arrête de se cacher, un pas à la fois. C'est ce qu'on a fait. On a commencé à exister publiquement, pas avec des pancartes, pas avec des cris, juste nous, main dans la rue. Des photos ensemble sur les réseaux, rien d'extravagant, mais assez pour que nos familles sachent qu'on ne jouerait plus la comédie. La réaction a été prévisible. D'abord le silence, puis les tensions, puis lentement, des signes. Ma mère m'a envoyé un message « J'aimerais te voir ». On s'est vu dans un café, elle a pleuré. Beaucoup. Mais elle m'a dit « Je ne te comprends pas, mais je t'aime. Et je suis fatiguée de te perdre pour des raisons que je ne maîtrise pas ». Noé a eu une conversation similaire avec sa mère. Son père, lui, restait bloqué. Mais il ne criait plus, il n'interdisait plus. Et dans cette maison, c'était déjà une avancée. 3 mois plus tard, on a été invités à un dîner, ensemble, chez mes parents. Rien d'extraordinaire, mais Noé était là, à table, comme mon invité, pas comme mon frère, pas comme un problème. Le repas était maladroit, les silences, encore nombreux. Mais entre deux plats, mon père m'a demandé « Et tes cours, ça va ? T'as validé ton semestre ?» C'était une question simple. Mais dans sa bouche, c'était une acceptation, une main tendue. Aujourd'hui, 2 ans ont passé. Je vis avec Noé dans un petit appartement près de la fac, on paie un loyer trop cher, on se chamaille pour des broutilles. Mais on rit, on construit, on avance. Nos familles ne sont pas devenues des modèles de tolérance, mais elles font des efforts. Ma tante reste notre pilier, ma mère nous appelle pour demander des nouvelles. Le père de Noé ne parle toujours pas de nous, mais il ne fuit plus la pièce quand on arrive. On sait que ce qu'on vit ne sera jamais simple, qu'il y aura toujours des regards, des doutes, des jugements, mais on a arrêté d'avoir peur. Et parfois, quand je regarde Noé s'endormir à côté de moi, je pense à tout ce qu'on a traversé, à chaque porte claquée, à chaque larme, à chaque mot retenu, et je me dis qu'aucun amour simple n'aurait eu autant de sens. Parce que le vrai courage, ce n'est pas de se battre contre les autres, c'est de choisir chaque jour d'aimer malgré tout.